Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des complots et de leurs théories, des manigances, des stratégies tactiques et stratagèmes de groupes obscurs qui façonneraient l'histoire afin d'atteindre leurs buts, qui peuvent être de changer la société, détruire quelque chose, bousculer des valeurs ou banalement prendre le pouvoir. Mais quand on parle de complots dans les conversations, les médias, dans l'halo psychosocial autour de nous, on pense d'abord à un truc loufoque tout en n'ayant jamais de sens précis. Ça reste toujours un peu flou. On sait jamais trop de quoi on parle réellement. On ne fait pas vraiment la distinction entre un vrai complot, complotisme, conspirationnisme ou théorie du complot. Et bon, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Il y a toujours eu des théories du complot. Franck Collard, dans son livre « Le crime de poison au Moyen-Âge », raconte que déjà en 1321, les lépreux, atteints de la lèpre, cette maladie qui te détruit la peau, ont été accusés d'empoisonner les puits d'eau pour infecter les populations saines, comme le rapporte Guillaume de Nangis, un chroniqueur de l'époque. Les sources et les puits avaient été ou seraient bientôt infectés de poison par un grand nombre de lépreux. Beaucoup de lépreux, avouant ce crime, avaient déjà été condamnés à mort et brûlés dans la Haute-Aquitaine. Le roi, apprenant ces faits et d'autres de cette sorte, s'en retourna précipitamment en France, et manda partout son royaume qu'on emprisonnât les lépreux, en attendant qu'on décidât à leur égard conformément à la justice. Cet historien va remarquer que les premières rumeurs sont dues à des conflits sur l'usage de ces puits. Ils étaient interdits aux lépreux, donc forcément, quand il y en a eu quelques-uns qui y sont allés quand même, les proprios étaient vénères. Dans un contexte où ce même roi, Philippe le Long, avait augmenté les impôts et du coup appauvri le petit peuple, ce qui avait transformé les lépreux de pauvres malades à aider vers des parasites qui prennent la bouffe alors qu'on n'en a déjà pas assez pour sa famille, et où, comme toujours, la lèpre faisait peur au vu de ses symptômes impressionnants, cette rumeur tombait à pic et permettait d'avoir une excuse pour se débarrasser et au passage choper les biens de milliers de léproseries que comptait la France de l'époque. Cette rumeur des lépreux empoisonneurs entrera plus tard en résonance avec d'autres peurs du Moyen-Âge chrétien, les juifs et musulmans, qui seront suspectés ou accusés selon les textes d'être aussi dans le business d'empoisonnage de puits pour renverser le roi et l'ordre chrétien. Évidemment, aujourd'hui, ça fait marrer d'écouter le complot des judéo-islamo-lépreux, mais à l'époque c'était ultra sérieux et du coup on peut se demander ce qui est sérieux à notre époque et fera marrer nos arrière, blablabla, petits-enfants plus tard. Déjà, posons les choses. De quoi on parle quand on parle de complot ? Pierre Guiraud, un linguiste français, pense que cela viendrait du mot « pelote » précédé de « comme », qui en latin indique l'union, l'avec, comme peloté, donc qui serait devenu complot. Il se base pour ça sur d'anciennes définitions du mot, où il était plutôt utilisé pour désigner une foule autour de quelqu'un, ou des unions en général comme des bastons, des plans 18+, et comme aujourd'hui, des unions pour atteindre un but secret. Sa version anglaise, le mot plot, qui viendrait donc de pelote, était utilisé au XVIIe siècle pour désigner un récit, une histoire. Le mot est donc, comme aujourd'hui, un mix de récits, de réunions d'humains enroulés les uns autour des autres pour atteindre un but secret, d'une manière que l'on doit détricoter pour capter ce qui se passe. Parce que oui, si le mot existe, c'est que ça arrive. Il y a 1000 exemples du quotidien, que ça soit des collégiens s'échangeant des vues TikTok, ou des apparatchiks d'État, d'entreprises, d'universités ou religieux cédant les uns les autres pour choper plus de pouvoir et de fric. Il est évident que c'est pas uniquement quelque chose d'imaginaire et que ceux qui dédaignent systématiquement cette hypothèse ont soit le cerveau lavé, soit ont des intérêts à ce qu'on n'en parle pas trop. Déjà, comme l'indique Johan Chapoutot, un historien de notre époque, le code pénal français, dans son article 451, définit bien la notion d'association de malfaiteurs, qui correspond au crime of conspiracy dans le droit américain et britannique. Et c'est d'ailleurs ça qui sera retenu contre les nazis lors des procès de Nuremberg où ils seront jugés après leur défaite en 1945, en plus bien sûr de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En effet,
Le tribunal a jugé qu'il y avait bien eu un plan de la part des nazis de faire la guerre en Europe pour satisfaire les intérêts supposés, parce que bon, au final, ça leur a pas trop réussi, de l'Allemagne. Plan secret, parce qu'en 1930, les nazis ne parlaient que de paix, bon, à défaut de parler d'amour. Pierre-André Taguieff, un philosophe français, va faire une liste de vrais complots qu'aucun anticomplotiste ne pourrait réfuter, comme la conjuration de Catilina en -63, où le sénateur Catilina essaya de prendre le pouvoir en s'appuyant sur l'aristocratie pour éliminer une partie de l'élite romaine, dénoncée par Cicéron, dont les armées tueront Catilina en -62, ce qui retardera mais n'empêchera pas la décennie suivante Jules César de prendre le pouvoir, puis d'être lui-même assassiné lors d'un complot organisé par son propre fils Brutus pour restaurer la République. En 1307, Philippe le Bel, qui trouvait que l'ordre des Templiers avait un peu trop de pouvoir et de thunes, fit monter des rumeurs les accusant d'être homo et de cracher sur des crucifixes pendant leur temps libre afin d'avoir une excuse pour les arrêter, les torturer pour qu'ils avouent ces crimes inventés, pour en brûler une partie et obtenir du pape qu'il dissolve l'ordre. Le complot de Ridolfi, un banquier international de 1571, qui essaya d'assassiner la reine d'Angleterre Élisabeth Ier protestante pour la remplacer par la catholique Marie Ier, alors reine d'Écosse, avec la complicité du pape Pie V et d'une bonne partie de l'élite cosmopolite européenne, complot qui fut découvert par Élisabeth lors de l'arrestation et la torture de son messager à Douvres. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand par Jeune Bosnie, un groupe nationaliste yougoslave, par des pistolets et bombes fournis par la Main Noire, une société secrète nationaliste serbe soutenue par les services secrets serbes, assassinat qui déclenchera d'ailleurs la Première Guerre mondiale. L'opération échouée Valkyrie, qui visait à buter Hitler le 20 juillet 1944 par des organisations de résistance au nazisme, comme le cercle de Kreisau et des religieux qui avaient réussi à embarquer des militaires qui trouvaient qu'il était devenu Maboul et faisait perdre l'Allemagne. Le complot de Staline contre les Juifs qui lui est plus méta car en janvier 1953, le NKVD, la police politique soviétique, va inventer un complot organisé par des médecins juifs qui auraient soi-disant buté, au lieu de soigner, des membres du Parti communiste, complot qu'on appellera le complot des blouses blanches. L'idée de ce faux complot était de s'appuyer sur l'antisémitisme de la société de l'époque pour décrédibiliser le chef des services secrets MVD Lavrenti Beria, que Staline qui fait pas de ouf et voulait accuser d'incompétence en mode « Ah mais t'as même pas vu ce complot, t'es nul, t'es viré ». Des centaines de médecins sont arrêtés jusqu'à la mort de Staline le 5 mars, ce qui stoppera net le truc avec la déclaration le 3 avril 1953 que ce complot n'a jamais existé et la réhabilitation de ces médecins en mode il s'est rien passé, restez tranquille. Et on finit par le 21e siècle avec l'assassinat du premier ministre libanais Rafik Hariri par des agents syriens et libanais pro-syriens à cause de son opposition à la présence syrienne au Liban. Maintenant qu'on a dit ça, bon, si les complots existent, la forme extrême, le complotisme, existe aussi. Il existe bien, d'un autre côté, des théories complotistes délirantes, et il y en a pour tous les goûts, que ce soit les chemtrails pour les amateurs d'aviation, les aliens pour la science-fiction, pour ceux qui aiment la fantasy, les hommes crabes, le complot juif pour les plus tradis, et récemment en tendance, les vaccins mutants. Chapoutot va définir le complotisme comme recherche des raisons secrètes, identification et dénonciation de causalité diabolique. L'imaginaire du complot est à la fois intarissable et rassurant pour ses praticiens et partisans. C'est-à-dire que c'est des théories simples qui donnent du sens au monde pour des gens qui ne le comprennent pas et qui donc ont l'impression d'être un peu moins paumés. Évidemment, comme on a dit avant, il existe des forces secrètes qui opèrent en scred, mais Chapoutot explique que de voir dans ses intérêts bassement humains de gloire, fric et pouvoir des forces obscures et saisissables uniquement par les initiés, au lieu d'adopter la démarche d'investigation du vrai journaliste, juge d'instruction ou historien, ne peut rendre le monde que plus obscur qu'il ne l'était déjà. Après c'est sûr, Chapoutot est dur, et sur certaines parties, on pourrait, si on était taquin, apparenter certaines de ses expressions
à du mépris de classe. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une piste pour différencier les vrais complots du complotisme, c'est la démarche d'investigation, trouver des preuves, etc. Taguieff, après avoir listé tous les complots, va aller un peu plus loin et énoncer les 5 règles du complotisme, qui sont les points communs de toutes ces théories souvent contradictoires et en gros selon lui les bases du délire, même si c'est à prendre avec des pincettes parce que certaines, bon, on dirait vraiment qu'il a un peu trop lu les articles réac du Point, enfin bon, jugez par vous-même. 1. Jamais rien n'arrive par accident, ou en gros, tout ce qui arrive est de près ou de loin lié à un méga complot, ce qui permet selon Taguieff de donner un sentiment de maîtrise du monde. On peut toujours tout expliquer avec son complot du monde, ce qui répond à un besoin très humain de pas être paumé. 2. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées. Un peu le corollaire du premier point, comme il n'arrive rien par accident, à chaque fois qu'il va se passer un truc, on va se demander qui voulait ça et pourquoi. Les décideurs! Ça te va les décideurs? 3. Rien n'est tel qu'il paraît être. En gros, l'actualité est une pièce de théâtre et le vrai business se fait en coulisses. La vérité est à chercher ailleurs que dans le journal, ce qui implique de se désintéresser des faits réels pour aller chercher les causes invisibles qui par définition sont pas apparentes et proviennent de l'imagination, bien résumé par Balzac dans ses Illusions perdues. Il y a 2 histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire ad usum Delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. 4. Tout est lié et connecté, mais de façon occulte. En gros, chercher des liens entre tout et tout, quand 2 événements arrivent, se dire qu'ils sont connectés d'une manière cachée, et commencer à faire des probabilités sur est-ce qu'ils arrivent souvent ensemble, pour, forcément, quand on se focus sur un sujet, y remarquer ou inventer des régularités, des choses qui arrivent souvent, et en application des règles précédentes, en déduire que c'est dû à une cause commune cachée, un complot. 5. Tout ce qui est officiellement tenu pour vrai doit faire l'objet d'un impitoyable examen critique. Tout remettre en cause systématiquement, être ultra cynique sur les théories officielles, tout en étant ultra naïf sur les trucs alternatifs que les complotistes gobent direct, ce qui paradoxalement les rend, quand on parle du caché, dogmatique. Comme le dit Taguieff lui-même, si la posture dubitative est mise en scène au départ du raisonnement néo-complotiste, c'est pour conclure sur des croyances dogmatiques. Les événements perturbateurs sont ainsi intégrés dans un ordre du monde qui ne contredit pas les croyances dogmatiques ni les attentes fondamentales des sujets. Leur vision du monde est purifiée de tous les éléments qui pourraient la contredire, ils peuvent enfin ne plus douter de rien. Taguieff toujours ne va pas s'arrêter là et va développer le concept de la conglobation, une technique qu'utiliseraient les complotistes pour faire passer leurs idées, qui serait lors de débats de toujours répondre par 150 000 arguments, références et preuves, sans forcément que ces éléments aient un lien entre eux, pour gagner par le fait qu'il est humainement impossible de tout vérifier. Cette technique d'argumentation est un peu le sort d'étourdissement de l'époque moderne, où le Pokémon adverse lance l'attaque confusion et mitraille de références diverses pour que son truc ait l'air d'une preuve et que l'auditoire soit intimidé par tant de connaissances. On cite trop de gens, on peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Oui. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous sous-entendez quoi avec ça? Après bon, Taguieff, il dit tout ça, c'est intéressant à entendre, mais si on voulait tenter une petite critique, on voit bien ce qui est sous-entendu. En gros, les complotistes vivent dans leur bulle, sont un peu fanatiques, et intimident les honnêtes gens avec leur contenu infini sorti des chiottes. Et ce type d'analyse n'est pas sans rappeler le thème classique de l'imaginaire bourgeois, de la menace permanente, de l'ennemi intérieur qu'il faut combattre sans cesse, détaillé par Foucault que l'on présente dans une autre vidéo, qui montre bien qu'on a fait le lien dès le 19e siècle entre classe populaire défavorisée, délinquance et danger, en les présentant comme une masse un peu homogène, dépravée, dont les membres sont plus ou moins complices, et ce par des procédés comme les faits divers, où toutes les merdes qui se sont passées la veille sont listées dans divers torchons pour faire peur à des gens à qui, justement,
il n'arrive jamais rien. Oubliant qu'il y a aussi plein de complotistes bourgeois qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, inventent 1000 histoires, des fois crédibles, des fois un peu cheloues, souvent d'ailleurs qui magiquement auto-justifient leur position sociale, bon, un hasard, ils pourraient, à propos des complotistes, réutiliser mot pour mot cette citation de Émile Buret, journaliste politique qui écrit dès 1840. Comme l'esclavage, la misère a ses vices inconnus à la population aisée. Et ces vices opposent, comme un obstacle invincible aux généreuses intentions qui veulent la combattre, le mépris qu'ils inspirent. Ça montre bien un deuxième aspect à étudier quand on parle du complot, la sociologie et ses conditions de possibilité. Pourquoi certains groupes sociaux ou époques pensent plutôt comme ça? Quelles sont les tensions sous-jacentes et les intérêts derrière le vrai complot, le complotisme ou l'anticomplotisme? Fredric Jameson, un critique littéraire américain et théoricien marxiste de notre époque, va s'intéresser au complot dans le premier chapitre de The Geopolitical Aesthetic Cinema and Space in the World System de 1992, en français l'esthétique géopolitique, cinéma et espace dans le système monde. Son idée, c'est que le complot est une image utilisée par notre époque dans les films, livres, romans ou autres récits pour donner une intuition du système mondial obscur auquel on comprend pas grand-chose, mais qui est en fait l'économie capitaliste du 21e siècle, c'est-à-dire la classique, actionnaire qui possède tout versus des gens qui bossent pour eux, mais avec de la grosse techno partout. Pour lui, cette image est une espèce de lutte qui permet de faire revenir sur le devant de la scène ce qui est tout le temps caché, c'est-à-dire les confrontations de classe avec l'exploitation capitaliste, de genre avec le patriarcat, ou de race avec le suprémacisme, comme ce que disait Marx quand il expliquait que « Nous allons donc, en même temps que le possesseur d'argent et le possesseur de force de travail, quitter cette sphère bruyante où tout se passe à la surface et au regard de tous, pour les suivre tous deux dans le laboratoire secret de la production, sur le seuil duquel il est écrit « No admittance except on business ». En effet, dans le complot, comme dans l'exploitation, le patriarcat ou le suprémacisme, les enjeux sont pas évidents et doivent être étudiés de près pour être captés, voire infiltrés, comme dans par exemple la série Condor, où t'as une grosse orga secrète qui espionne tout le monde, tout le temps, sur leur smartphone et ordi, en mode grosse parano, orga qui se fait infiltrer par un agent idéaliste de la CIA, qui, en ayant enfin accès à cette vérité cachée sur le monde, peut agir et les empêcher de faire les trucs pas ouf qu'ils avaient prévus. Une particularité pour Jameson des films de notre époque, dites postmodernes, par rapport aux films d'avant, c'est que on est beaucoup moins entre guillemets littéraire aujourd'hui. Quand encore dans les années 50, on avait des Bergman qui essayaient, comme les grands auteurs, de faire des systèmes philosophiques, comme chez Antonioni dans L'Aventura et Blow Up, ou même une enquête sur s'il y a eu un crime ou pas, ouvre un débat philosophique sur ce que c'est que l'existence, est-ce que la vie a un sens, et tous ces trucs. Aujourd'hui, on a des films comme Blow Out, qui se veut pourtant dans la continuité de Blow Up, où ça va plutôt être qui manipule qui, quelle grande institution ou entreprise est derrière tout ça. En gros, on se concentre plus sur les grandes structures et leurs magouilles, qui sont devenues notre seule préoccupation au lieu de s'interroger sur en général le monde, système ou idées qui leur permettent d'exister. Cette disqualification du littéraire est allée si loin qu'aujourd'hui même les mots philo ou culture évoquent des trucs du passé, intérêts chiants, qui servent à rien pour gérer les vrais problèmes d'aujourd'hui, ce qui a pour résultat que les films actuels, comme ils n'utilisent plus ces outils développés patiemment par l'humanité pendant des millénaires pour mieux comprendre l'existence, manquent de recul et n'arrivent plus à décrire le véritable système mondial, mais se concentrent sur tel ou tel complot politique ou imaginaire que le héros démonte à chaque film sans que rien ne change dans la réalité, ou alors ne parle que des effets de cet ordre sans que jamais il soit expliqué clairement et en détail. Dans le film Vidéodrome de 1983, on a le bon petit patron d'une chaîne télé de cul qui trouve des films porno violents faits par la méga entreprise Vidéodrome, films qui sont en fait modifiés pour défoncer le cerveau car Vidéodrome
est en fait un complot anti-porno contre la perte de la moralité. Il y a aussi dans l'histoire un autre complot de religieux qui utilisent la télé comme thérapie pour régénérer les gens. Le thème derrière ce film, c'est évidemment les gros monopoles de médias où t'as des grosses structures où gens pétés de thunes qui rachètent tout et montrent ce qu'ils veulent. Et ça, en regardant le film, on le sent. Mais tout se passe comme s'il fallait inventer un complot reptilien pour pouvoir parler de ces sujets et les faire passer dans la culture populaire en, par exemple, débloquant des financements. En gros, ne pas trop parler du vrai système afin de choper de la bonne grosse thune nécessaire pour payer toute la technique. Carlo Ginzburg, un historien italien de notre époque, va faire remonter au 19e siècle cette façon d'essayer de trouver une vérité cachée à partir d'indices a priori insignifiants, ce qui est la source de l'histoire. En effet, quand on ne peut pas avoir accès aux causes d'un truc parce que ce truc n'arrive qu'une fois, ce truc étant dans le cas de l'histoire, l'événement historique, on essaie de le retrouver par ses conséquences en cherchant les 150 000 petits indices qui permettent d'en retrouver les causes. Ginzburg va faire remonter cette façon de penser à la science synégétique, qui est comme d'hab un mot bien compliqué pour parler de ce que c'est, parce que c'est tout simplement l'art de la chasse. La capacité pour les chasseurs, depuis les débuts de l'humanité, voire avant, à deviner où est leur proie pour la buter et la bouffer sous forme d'entrecôte buffalo grill. Cet art, qu'il ait été développé sous forme de connaissances, donc culturelles, ou par un conditionnement du cerveau par l'évolution le rendant capable de faire ce genre de choses, en fait, peu importe, une chose est sûre, c'est que les humains ont acquis la capacité de détecter des causes à partir d'effets depuis bien longtemps. Et même si on n'a pas, bien sûr, les témoignages de l'époque, qui est un peu comme nos infos en continu sortis hier, qui déjà aujourd'hui n'existent plus, se sont perdus dans le grand vide des bavardages du temps, on peut en avoir une trace par des contes qui nous sont parvenus, qui grosso merdo correspondent à ce qu'on disait à l'oral à l'époque, comme l'exemple des 3 frères que Ginzburg cite, où 3 frères rencontrent un homme qui a perdu son chameau, ou, dans d'autres variantes, un cheval. Ils le lui décrivent sans hésiter. Il est blanc, borgne, porte 2 outres, l'une remplie de vin, l'autre d'huile. Ils l'ont donc vu ? Non, ils ne l'ont pas vu. Ils sont alors accusés de vol et conduits devant un tribunal. Et, pour les 3 frères, c'est le triomphe. En un éclair, ils démontrent comment, à l'aide d'indices minimes, ils ont réussi à reconstituer l'aspect d'un animal qu'ils n'avaient jamais eu sous les yeux. Ginzburg va d'ailleurs se demander si cette manière de déchiffrer les traces d'un animal n'a pas, lentement mais sûrement, permis l'apparition de l'écriture, qui littéralement a besoin d'être décryptée, car ce sont des symboles qui veulent dire quelque chose, hypothèse qui correspond d'ailleurs à la tradition chinoise attribuant l'invention de l'écriture à un fonctionnaire observant les traces des piafs autour d'un fleuve. Ça ressemble beaucoup à la méthode du médecin qui, que ce soit pendant la Grèce antique ou aujourd'hui, va trouver à l'aide de signes sur le corps des symptômes comme des grosses pustules pleines de pus ou la peau qui se décolle, la maladie dont est atteint le patient. Pareil pour tout ce qui est divination ou les chamans, vaudous, magiciens, enchanteurs et sorciers de toute époque, qui d'ailleurs se faisaient souvent passer pour des médecins, cherchaient dans des choses aussi diverses que la position des planètes ou la merde de grenouille des signes pour prédire le futur. Un bon exemple de l'importance de ce type de raisonnement au XIXe siècle est la figure du détective, dont le meilleur représentant est ce bon vieux Sherlock Holmes, qui va, grâce à des traces de pas dans la boue, des cendres de clopes ou la forme des oreilles des gens, réussir à remonter dans le temps et reconstituer avec précision l'événement passé à son assistant sympa mais pas malin de ouf, Watson. Ce mec est un peu la version un peu plus rationnelle et moderne des chamans du passé. Par sa science et son intelligence supérieure, il arrive à découvrir un aspect de la réalité cachée. Pareil en fait pour Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse, dont toute la science est de repérer des petits détails, des actes manqués, des mouvements de cils, des oublis, des façons de parler, pour déterminer la vérité cachée derrière au départ la folie, puis les maladies psychologiques pour parler en général de l'esprit humain. On peut d'ailleurs attribuer à cette méthode l'apparition de l'identification des êtres humains,
qu'on a d'abord essayé de faire par des gens comme le criminologue français Alphonse Bertillon à partir de 1879, en mesurant la taille des lobes d'oreilles ou l'écartement des narines, pour ensuite prendre leur forme moderne avec Francis Galton et les empreintes digitales, inspirées par l'officier William Herschel qui s'en servait pour différencier les peuples colonisés au Bengale. Comme souvent, ce qui est appliqué à l'extérieur au peuple étranger par les armées finira par être appliqué au peuple intérieur par la police. Mais il semble que l'inspirateur de Arthur Conan Doyle, l'écrivain derrière Sherlock, de Freud et en général de ce retour en force du thème de l'indice pour retrouver les causes de manière rationnelle, soit un critique d'art italien, Giovanni Morelli. Étant dans le business des arts, il en avait marre de se faire carotte par tous les faussaires qui ne manquaient pas de copier les grandes œuvres dès qu'elles atteignaient un certain prix, et va développer, puis publier entre 1874 et 1876 une méthode pour distinguer les vrais des faux, où il va expliquer qu'au lieu de se concentrer sur les trucs les plus évidents, comme le sourire chez Léonard de Vinci ou les yeux levés au ciel de Le Pérugin, il faut au contraire se livrer à l'examen des détails les plus négligeables, où l'influence des caractéristiques de l'école à laquelle le peintre appartenait est moins marquée, ce qui est le cas du lobe des oreilles, des ongles, de la forme des doigts et des orteils. Il va donc faire une liste infinie des petites caractéristiques de tous les grands artistes, détails de conception que même ses maîtres ne captaient pas et faisaient inconsciemment sans y faire attention, ce qui les rend d'autant plus difficiles à imiter. Sa méthode est d'autant plus similaire à celle de Freud ou de Sherlock que Edgar Wind, un historien du XXe siècle, finira par dire que dès que Morelli entreprend l'étude d'une galerie d'art, celle-ci revêt l'aspect d'un musée du crime. Bref, avec tous ces exemples, on comprend bien l'esprit de l'époque et on commence à se douter pourquoi c'est à ce moment que sont apparues toutes ces histoires de complotisme, d'ordre caché derrière l'histoire qu'il faut découvrir à l'aide d'indices, qui étaient bien dans l'air du temps de la fin du XIXe siècle. Une autre méthode intéressante pour l'enquête historique est l'anachronisme, c'est-à-dire de montrer qu'un fait ou un discours n'aurait pas pu se passer pendant une période en y découvrant des détails qui n'existaient pas à l'époque. Le premier à faire ça est Lorenzo Valla, un humaniste du XVe siècle un peu tête brûlée qui s'était mis en tête de faire du fact-checking sur les textes anciens des pères de l'Église pour y trouver des incohérences. Forcément, à l'époque, ça lui a pas fait que des potes, et après avoir notamment échappé à l'Inquisition qui avait tendance à cramer ce qui posait trop de questions, il publie en 1447 De falso credita et ementita Constantini donatione libri duo, ce qui veut littéralement dire sur la donation de Constantin à lui faussement attribuée et mensongère, où il prouve que la donation de Constantin, un document de l'époque qui détaillait comment l'empereur romain Constantin aurait donné au pape du IVe siècle après Jésus-Christ littéralement tout l'Occident, lol, texte bien sûr utilisé par des papes pour essayer de choper un max de territoire des monarques d'Europe. Déjà, ça faisait longtemps qu'on trouvait ça chelou des papes de la religion chrétienne qui t'expliquent que d'un côté tu dois te repentir, ne pas être ambitieux ou aimer la richesse comme le bon petit Jésus, mais qui d'un autre côté devraient eux, par contre, être carrément les rois du monde chrétien. On peut, par exemple, citer un type qui s'appelle Wesel, dont on sait pas grand chose, à part qu'il était soit un partisan, soit un pseudonyme du réformateur Arnaud de Brescia, qui critiquait dès le XIIe siècle la richesse et la vie des papes, et qu'il a écrit à Frédéric Barberousse à l'occasion de sa nomination en tant que roi de Rome en 1152, chose qui préparait son couronnement en tant qu'empereur, que « Mais ce mensonge et cette fable hérétique, dans laquelle il est relaté que Constantin avait concédé au pape Sylvestre les pouvoirs impériaux par un accord, a été tellement exposé dans la ville de Rome que même les mercenaires et les jeunes femmes s'en moquent, déroutant les plus savants sur le sujet au point que le pape et ses cardinaux ont honte de se montrer. » Lorenzo Valla, donc, 3 siècles plus tard, va reprendre cette critique, mais en mode plus rigoureux, et prouver par A plus B que cette donation de Constantin est un faux en montrant des incohérences grossières, comme par exemple que ça parle de satrapes dans les congrès à Rome, alors que les satrapes, c'était bien les boss de division administrative, mais dans l'Empire perse, pas romain.
Mais le grand argument de Vala, c'est surtout que ça emploie des mots qui juste n'existaient pas à l'époque, comme il l'explique dans son style sec et vénère. Voyons, la façon barbare de parler n'indique-t-elle pas que ce galimatias remonte, non au temps de Constantin, mais à une époque plus récente, Decernimus quod uti debeant. Nous décidons qu'ils doivent se servir. Au lieu de Decernimus ut utantur, nous décidons qu'ils se serviront. Aujourd'hui, les gens incultes parlent et écrivent de la même façon. Iussi quod deberes venire. Je vous ai demandé de devoir venir, au lieu de Iussi ut venires. Et nous avons décrété, et nous avons concédé, comme si cela se passait alors, mais remontait à une époque antérieure. Le protocole des sages de Sion est, comme la donation de Constantin, un faux document qui vient de la propagande antisémite russe. Le journal israélite Paix et Droit le spot dès septembre 1921 et le définit comme « Publication est destinée à montrer que les Juifs, alliés aux francs-maçons, auraient formé un complot pour élever leur domination sur les ruines des États et de la société chrétienne. » et déjà explique que ce document a été produit à Paris, vers 1900, par des policiers fans du tsar de Russie, puis répandu en masse à partir de 1919 par l'armée des volontaires qui soutenait ce tsar suite à sa sortie par les communistes en 1917. Ces flics cherchaient en fait un bouc émissaire à accuser à la place du tsar, l'ex-roi de Russie, de toute la merde qui s'est passée dans le pays pendant la Première Guerre mondiale, guerre qu'il a personnellement contribué à déclencher. C'était important car c'est cette souffrance du peuple russe pendant cette guerre de barbares qui a été un des déclencheurs de la révolution bolchevique qui a créé l'URSS qu'on connaît bien. Bon, on n'est pas là pour défendre le régime d'assassin psychopathe qu'elle est devenue, mais à l'époque, les opposants à cette révolution étaient des royalistes appelés les Russes blancs, qui pissaient sur les grands discours d'égalité des bolcheviks et cherchaient tous les arguments, peu importe qu'ils soient vrais ou pas, pour montrer qu'il n'y avait aucun souci avec le taf du tsar, et que s'il y avait des problèmes, c'était pas sa faute. Ils ont donc répandu en 1919 ce texte, qui sera la base de toutes les théories complotistes sur le complot judéo-maçonnique, afin de pouvoir accuser les juifs de tous ces problèmes, ce qui leur permettra d'ailleurs de justifier les pogroms, c'est-à-dire les massacres de juifs, dont se rendra coupable l'armée des volontaires qui se bat pour les Russes blancs contre les bolcheviks. Bon, maintenant, c'est bien beau toutes ces accusations, mais comment on a réussi à prouver tout ça de manière scientifique? Déjà, on n'est pas con. On a bien vu que le texte est un copier-coller d'un texte anti-napoléonien de Maurice Joly, où on a juste remplacé les capitalistes par les juifs, comme le montre en détail un article du journal anglais The Times dès 1921. C'est d'ailleurs un grand classique d'utiliser le mot juif pour désigner un système social oppressant, en l'occurrence le capitalisme. Et bon, évidemment, comme tout texte inventé à l'arrache, c'est n'importe quoi. Déjà, le professeur Nilus, qui l'aurait trouvé, a plusieurs versions sur sa découverte. En 1905, il dit que c'est une copie de papier qu'aurait volé une meuf à une réunion d'étudiants de Paris. En 1911, que c'est en fait un franc-maçon écossais qui l'a volé en France. Et en 1917, que ce texte a en fait été écrit pendant le premier congrès sioniste à Bâle en 1897. Sauf que bon, déjà les protocoles des sages de Sion parlent de 24 séances alors que le congrès sioniste n'a duré que 3 jours, ça fait un peu short. Mais surtout, le congrès n'avait rien de secret et était juste suivi par genre la totalité de la presse internationale. Et bon lol, même si ce congrès avait déclaré vouloir dominer le monde, c'est évidemment pas parce que t'as 100 excités qui gueulent un truc que ça engage leur communauté en général. Dans les parties précédentes, on a comme d'hab parlé en tant que spectateur de ces complots, en mode gros passif qui ne font qu'assister au spectacle du monde sans jamais y participer. Dans cette partie, on va essayer de penser une vraie science conspirationnelle, ouais, on va assumer, mais tranquillement, qu'on peut être complotiste, et que c'est même rationnel, qui est en fait une méthode conspirationnelle qui n'a rien à voir avec ce que disent Chapoutot ou Taguieff, et tout à voir avec une certaine manière de faire de la sociologie, de l'histoire et de la philosophie. En gros, on va essayer de voir comment on peut être des conspirationnistes objectifs. On a vu qu'il existe bien une méthode scientifique, le paradigme indiciaire, qui mélange indices, enquêtes, découverte du caché, de l'invisible, mais aussi
des coupables, des faussaires, des responsables de la situation, etc. En gros, on part ensemble à la chasse de la conspiration objective. Pour commencer, on va montrer qu'un économiste mathématicien anarchiste comme Jacques Fradin a des intuitions pas mal pour penser tout ce bordel, pour ensuite montrer que même le grand épistémologue des années 1940, Alexandre Koyré, soutient l'existence de conspirations pas comme les autres, le type de conspiration qui, pour nous, sont objectives et pas délirantes du tout. Jacques Fradin va faire la distinction entre complotisme, les théories conspi de Maboul avec des reptiliens, et les trucs plus rationnels que sont les conspirationnismes subjectifs et objectifs. Déjà, quand les complotistes parlent d'un complot, il faut se représenter de quoi on parle vraiment. Dans un complot, où il y a plusieurs décideurs qui, dans leur grotte satanique, décident des trucs qui seront exécutés par une organisation ultra disciplinée, en mode un peu militaire parce qu'ils doivent obéir sans discuter sous peine de se prendre des coups de pression divers. Ça fait clairement penser au modèle des services secrets, des espions en mode James Bond qui sont en fait, quand on y pense, juste des organisations militaires, mais cachées, des grosses hiérarchies de l'ombre qui ont pour but de faire chier les autres grandes hiérarchies. Mais, quand on y pense vraiment, la structure, avec un plan et des décideurs qui prédominent à notre époque, c'est en fait l'entreprise où le patron a littéralement un plan, une stratégie d'entreprise qu'il fait exécuter par ses employés pour accomplir un but, qui est la plupart du temps de gagner plein de fric, au vu des dogmes néolibéraux, de la grosse tunasse, mais pas toujours. La conspiration, selon Fradin, se distingue du complot principalement par sa durée. Même si les deux ont un projet à réaliser, le complot, c'est un petit truc, alors que la conspi se fait sur le temps long et à travers l'histoire. L'avantage avec le concept de conspiration, c'est qu'on peut analyser des trucs au-delà des simples décisions des petits comités qui dirigent les diverses organisations disciplinaires, et leur but selon les intérêts du moment, est penser des trucs plus grands, des mouvements historiques en fait, autour d'idées abstraites qui résistent à travers les générations en opérant sur plusieurs siècles. Pour Fradin, si le modèle du complot est la gestion des boîtes avec, comme on a vu, un COMEX qui se met en mode attaque avec des petits plans pour gagner du fric ou du pouvoir, celui de la conspiration est la christianisation du monde, organisée sur plusieurs siècles par l'église chrétienne pour aider les sauvages, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme eux à sauver leurs âmes et à s'aimer les uns les autres à coups d'expéditions punitives et de massacres, mais également de gentils missionnaires renonçant au plaisir de la vie. Il n'y a pas un plan écrit en avance, mais un souffle, une idée, un esprit qui inspirera plein d'initiatives un peu partout à travers l'espace et les différentes époques. Bon, maintenant, une fois ceci dit, comme on est des gens de détail, on peut, après avoir distingué complot et conspiration, encore aller plus loin et distinguer deux types de conspiration, la subjective, toujours un peu dirigée, et l'objective. Dans la conspi subjective, même si le mouvement se fait à travers les époques, il y a toujours quand même un comité secret qui, derrière les apparences, ne trompe que les chroniqueurs à 2 balles, dont le job est de faire passer pour info la rumeur qu'ils ont entendue la veille au bar. Après bon, comme le plan se déroule sur plusieurs siècles, vu que les gens, meurent, du moins, jusqu'à ce qu'Elon Musk n'arrive à transférer notre esprit dans un ordi et enfermer notre âme dans un smartphone grâce à son entreprise transhumaniste du millénium, les conspirationnistes changent et alternent, si bien qu'on n'a plus affaire à des personnes avec des passions humaines, mais à un groupe avec un intérêt collectif. À long terme, les conspirationnistes mourront et l'idée qui se transmettra sera modifiée, des fois divisée, adaptée et en général soumise à l'incertitude et l'arbitraire du monde. Pour reprendre l'exemple de l'Église chrétienne, depuis le projet initial de Jésus de guider les gens vers la joie par la sagesse, il y a eu pas mal de vagues du type les schismes, orthodoxes, islamiques, anglicans ou protestants, les récupérations par le pouvoir pour convaincre que si tu nettoies leurs chiottes, t'as plus de chances d'aller au paradis, ou la construction d'une des plus grandes hiérarchies disciplinaires de l'histoire, l'Église.
D'ailleurs, le message de Jésus est lui-même un schisme de la religion juive dont il est issu. Analyser les conspirations est donc beaucoup plus complexe que les complots, car l'idée change au fur et à mesure du temps et se ramifie dans les profondeurs de l'histoire, d'une manière donc plus objective, c'est-à-dire comme un mouvement qui dépend pas de la personnalité de tel ou tel connard, mais d'un parcours presque en fait sociologique, le grand exemple de notre époque étant la conspiration objective des économistes qui, depuis 500 ans, transforment le monde en une gigantesque économie, avec des organisations comme une église, aujourd'hui néolibérale, que l'on décrit dans une autre vidéo, des États ou des partis, des conspirationnistes comme George Soros ou Bill Gates, des méthodes comme la biopolitique qui modifient les gens pour les transformer en agents économiques et rendent les théories vraies, et des contradictions internes comme communistes versus capitalistes qui s'affrontent sans remettre en cause l'idée de départ que le but de la vie est d'avoir une économie forte avec ses classes dominantes, comme, encore une fois, c'est décrit dans cette autre vidéo. Putain, cette chaîne est tellement cohérente, c'est ouf. Et en fait, ravive constamment la flamme en motivant les deux camps à toujours bouger en se tapant dessus. Alexandre Koyré remarque en 1943, c'est-à-dire au cœur de la Seconde Guerre mondiale et des régimes totalitaires comme l'URSS, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, qu'on n'a jamais autant menti qu'à son époque, et que les progrès techniques de ouf qui étaient censés améliorer l'humanité vers quasiment Dieu sont tous mis au service du mensonge, que ce soit la parole, l'écrit, le journal ou la radio, mais qu'en même temps, la qualité des mensonges a baissé. Ce qui est dit est tellement énorme que pareil, il faut être chroniqueur radio vendu aux puissants pour ne serait-ce que faire semblant d'y croire. Il se demande si on peut alors parler vraiment de mensonges, ou alors d'une autre conception de la vérité et de la parole, utilisée non plus pour guider les humains vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de la nature, mais comme une arme pour dominer et transformer cette nature en ce que le régime totalitaire voudrait qu'elle soit. Koyré remarque d'ailleurs que le mensonge n'est pas considéré comme immoral dans des situations comme la diplomatie, où on joue pour faire avancer ses intérêts, ou le commerce, où il est normal de faire des pubs qui bullshit sur le produit. Le point commun de ces situations est d'être basé autour du conflit, de faire valoir ses intérêts ou devenir riche pour avoir plus de pouvoir. Il déduit donc que dans son cas, comme on ment tout le temps, perdure un état de conflit permanent entre différents groupes sociaux qui s'affrontent à son époque aussi à coups de gros panzers et de génocide. Il va, à partir de ça, développer son concept de conspiration en plein jour, c'est-à-dire d'une conspi qui n'est pas cachée et où les mensonges que fait le groupe qui conspire à l'extérieur sont évidents. Si évidents qu'en fait leur but est juste de masquer leur véritable but, qui eux sont secrets et qu'ils se partagent en interne. Ces gouvernements totalitaires maîtrisent leur société à coups de goulag et de Gestapo et se servent du mensonge par la propagande pour servir leurs objectifs propres. Une objection qu'on a pu faire à Koyré là-dessus est que le projet par exemple des nazis n'a jamais été caché. Hitler a bien écrit noir sur blanc dans Mein Kampf qu'il voulait victime l'Europe, mais Koyré répondra que l'unique raison pour laquelle il a écrit son programme de psychopathe dans un livre qu'on pouvait trouver partout était parce qu'il était bien conscient que seuls ses vrais followers savaient que c'était pas du bluff. Mais pour le reste, les nazis ont bien bullshité tout le monde en expliquant constamment qu'ils ne voulaient que la paix, et que s'ils envahissaient les pays les uns après les autres, c'était uniquement pour la garantir. Les messages donnés publiquement par les groupes qui pratiquent la conspiration en plein jour sont donc des espèces de messages codés, faits pour influencer les gens qui sont vus comme du bétail à manipuler par leurs bergers, l'élite totalitaire rationnelle qui, après avoir réussi son début de conspi en prenant le pouvoir dans leur pays, continue de conspirer pour atteindre ses nouveaux objectifs. Bon, Koyré terminera son raisonnement sur une petite note optimiste, ouf, en remarquant que les conspirations totalitaires n'ont marché que dans leur pays et que leur arme propagande n'a pas réussi, malgré tout ce qu'on peut dire, à convaincre les gens des pays démocratiques où c'est justement le petit peuple soi-disant composé de moutons à manipuler qui résiste à leurs mensonges en pensant par soi-même, et les soi-disant élites totalitaires, les gens ultra politisés type néo-nazis, agents soviétiques ou fachos, qui se comportent comme des esclaves, qui en face de ces discours de propagande absurde, avalent toutes les conneries sans rien dire.
On a besoin de voir un peu plus clair entre les vrais complots, le complotisme qui est la croyance en des complots déjà délirants, mais surtout faux, ou les conspirations, ces espèces de complots, mais à travers l'histoire, et qui du coup sont pas faits par un comité sombre dans une cave, mais par plein de comités, des fois dans une cave, des fois non, des organisations disciplinaires, de la propagande, etc., qui ont un intérêt commun et agissent sur le temps long avec, comme on a vu, la christianisation du monde par l'Église, ou l'économisation de la société par les économistes. Wu Ming-1, un auteur anonyme, va même jusqu'à affirmer dans son livre Q comme complot que les complots délirants servent de diversion et protègent les conspirations objectives en détournant l'énergie disponible pour le changement vers des chimères. Pour parvenir véritablement à une émancipation, il est nécessaire de développer une méthode, des outils pour pouvoir mieux les comprendre et essayer de sortir du débat stérile entre des illuminés et des perroquets à propagande du pouvoir pour découvrir les vraies conspirations de l'histoire. Hegel, un grand philosophe de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, nous donne les clés pour mieux comprendre les conspirations en voyant l'histoire comme une dialectique, c'est-à-dire comme un dialogue entre deux porteurs d'idées différentes qui essaient de se convaincre chacun à leur tour pour arriver finalement à un entre-deux du sage où la thèse et l'antithèse sont réunies dans la sainte synthèse qui est la vraie vérité du modéré. Pour lui, la réalité, l'histoire sont comme l'esprit, pareil, et avancent petit à petit dans un mouvement, donc dialectique, vers un but final qu'il voit, comme par hasard dans les États tels qu'ils étaient à son époque, dirigés par des grands hommes du type Napoléon, qui conclut donc la monarchie puis la Révolution française, par des idées, entre guillemets, pures, enfin libérées après ces millénaires de maturation. Bon, ça fait un peu théorie d'esclave dit comme ça, genre « Oh, mon bon maître, c'est dans le sens de l'histoire que vous soyez notre chef à tous », mais c'est donc la base classique de ce qu'on appelle les téléologies, c'est-à-dire toutes ces théories qui donnent un sens et une fin à l'histoire, du type « L'histoire prendra fin dans un grand marché libéral qui éradiquera la pauvreté et empêchera les guerres entre nations pour les économistes », ou plus tard pour Marx, le grand héritier de Hegel, que le prolétariat fera la révolution pour arrêter de se faire victime par les capitalistes et construire la société communiste qui est un peu le royaume de Dieu version ouvrier. On peut donc clairement interpréter les conspirations comme les mouvements de ces idées à travers l'histoire, mais aussi au travers d'individus, de classes sociales et d'intérêts communs qui se combattent à travers l'histoire pour instaurer un but, mais c'est pas un but forcément prévu en avance par un plan du type un militaire qui dirige des drones, non. C'est juste que l'histoire est effectivement le résultat de différents groupes qui agissent à travers l'histoire pour un résultat qui peut toujours être expliqué après coup par 150 000 théories plus solides les unes que les autres, mais qui, tiens, c'est bizarre, sont beaucoup moins efficaces pour prévoir le futur qui reste toujours chaotique, contrairement au passé qui, lui, est figé. L'intérêt de Hegel là-dessus, c'est que c'est le premier qui postule un sens à l'histoire, une direction qui se matérialise sous la forme d'une idée, que l'on voit comme pas forcément voulu ou prévu en avance par les conspirateurs, mais qui est bien le résultat de leur action collective. Le structuralisme, c'est pas vraiment une science de la conspiration, mais plus un outil supplémentaire, en plus des totalités sociales ou les complots, pour penser les sociétés. En fait, le structuralisme dit un truc très fort et terrible. Nos pensées et nos comportements sont déterminés par un inconscient anthropologique général. Tout ce qu'on fait, pense ou dit est le produit d'une structure inconsciente. En fait, la structure s'incarne en nous, s'infiltre, distribue des positions aux sujets qui se croient libres, mais qui sont en fait complètement déterminés. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que la structure, elle, est pas réelle, mais elle n'est pas non plus imaginaire. En fait, la structure est ce qui structure autant le réel que nous vivons que l'imaginaire dans lequel nous rêvons. On ne rencontre pas la structure dans la réalité, on ne peut pas la toucher ou la voir. On ne peut pas non plus s'en donner une image, une représentation. Mais elle est là, un peu comme le vent qu'on ne voit pas mais qui nous pousse dans un sens ou dans l'autre. Si on ne peut pas la voir dans les réalités ou l'imaginer comme une image, c'est parce que la structure n'est pas vraiment représentable, elle est plutôt un ensemble de relations entre des éléments. Éléments qui ne sont donc pas significatifs individuellement, mais sont reliés entre eux et prenant sens par différenciation d'avec un autre. Par exemple, le mot pillard
et le mot billard sont différents parce que P et B sont différents, mais P et B n'ont aucun sens ni aucun intérêt en soi. Ils prennent sens et donnent du sens aux deux mots pillard et billard parce qu'ils diffèrent l'un de l'autre. C'est pourquoi des gens comme Lévi-Strauss, Lacan, etc. vont dire que la structure n'est pas ni le réel, ni l'imaginaire, mais qu'elle est symbolique. Symbolique, ils veulent dire le symbole. C'est le truc qui n'a de sens que parce qu'il renvoie à autre chose que lui-même, sinon on le comprend pas, genre si t'es con, bah une colombe c'est juste un pigeon, mais si tu comprends le symbole, bah c'est aussi la paix, l'amour, etc. Simple, basique. Un symbole, étymologiquement, c'est un bout de pierre cassé en deux qu'on donne à chaque contractant lors d'un contrat en Grèce antique. Comme les petits amoureux qui ont chacun un pendentif en forme de cœur coupé en deux pour savoir que toujours ils s'aimeront et penseront l'un à l'autre en se baladant dans des champs fleuris ou en bouffant du camembert, le symbolon est un tesson de pierre qui n'a aucun autre sens que de faire appel à une deuxième partie manquante. Et comme on peut montrer que les dualismes comme chaud, froid, masculin, féminin sont des distributions déterminées par une structure, et que ce qui compte, c'est quelle position on occupe dans cette structure, Bourdieu explique que... Je vais essayer de montrer que, pour comprendre la domination masculine, qui est une forme particulière et particulièrement accomplie de la violence symbolique, dont on trouverait d'autres exemples dans la domination d'une ethnie sur une autre, ou des classes dominantes sur les classes dominées à travers par exemple la culture, on peut s'appuyer sur l'analyse d'un ordre institutionnel qui, comme toute institution, existe de deux façons. D'une part, dans les choses, sous forme par exemple de division spatiale entre les espaces féminins et les espaces masculins, sous forme d'instruments différenciés, masculin ou féminin, etc., et d'autre part, dans les cerveaux, dans les esprits, sous forme de principes de vision et de division, de taxinomie, de principes de classement qui prennent souvent la forme, dans nos sociétés, de couples d'adjectifs. Par exemple, j'ai lu récemment une analyse de sociologie de la science où il était montré que l'opposition entre hard et soft est la forme que prend sur le terrain de la science la division du travail entre les sexes. Et cela, tant dans la division du travail scientifique que dans les représentations, dans l'évaluation des résultats scientifiques, etc. On retrouve donc, dans nos sociétés, sous forme de division de la production, cette opposition entre le chaud et le froid qui est irréductible à sa dimension technique. On peut même avoir une révolution technique, comme cela arrive souvent, sans que rien ne change dans la division du travail. Du fait que cette opposition qui existe dans l'objectivité existe aussi dans les cerveaux, ceux-ci continuent à reproduire des structures dont ils sont le produit. On peut se dire, on est un peu loin du complot, non? Pas tant que ça, si on imagine que les structures, contrairement à ce que croit le père du structuralisme Lévi-Strauss, sont en fait non pas invariantes, universelles et nécessaires, mais historiques, et peut-être produites pour dominer, alors on en arrive à cette idée qu'on disait tout à l'heure. Les conspirations objectives sont des conspirations structurales. On ne sait pas qui a produit la structure, d'où elle vient du fin fond de l'histoire, mais ce qu'on sait par contre, c'est que maintenant, il y a ceux qui font en sorte qu'elle se maintienne, et ceux qui luttent contre elle. Même si bon, ils luttent en réalité en elle, à l'intérieur de la structure et de ses codes. C'est pour mieux définir tout ça qu'un autre concept a été introduit, le dispositif. Une façon de mieux comprendre ces conspirations objectives et mouvements sociaux serait d'étudier les structures de pouvoir, non plus en se disant que le pouvoir c'est un truc un peu flou avec des phrases à deux balles du type « le pouvoir ne se donne pas, il se prend », où il est vu un peu comme un ballon de foot qu'un Mbappé malin pourrait choper, mais plutôt comme des structures stables de personnes qui s'allient par intérêt pour atteindre leur objectif, en gros, complotent objectivement. Foucault va, dès les années 70, parler pour décrire les gouvernements humains de dispositifs, un terme un peu vague qui décrira à la fin de la revue Ornicart en 1977. Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est, premièrement, un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non dit. Voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. Deuxièmement,
Ce que je voudrais repérer dans le dispositif, c'est justement la nature du lien qui peut exister entre ces éléments hétérogènes. Ainsi, tel discours peut apparaître tantôt comme programme d'une institution, tantôt au contraire comme un élément qui permet de justifier et de masquer une pratique qui, elle, reste muette, ou fonctionner comme réinterprétation seconde de cette pratique, lui donner accès à un champ nouveau de rationalité. Bref, entre ces éléments, discursifs ou non, il y a comme un jeu, des changements de position, des modifications de fonction, qui peuvent, eux aussi, être très différents. Giorgio Agamben, un philosophe plus récent, va expliquer que Foucault voit les dispositifs comme des positivités, c'est-à-dire une nébuleuse de trucs qui t'entourent et t'obligent à te comporter ou penser d'une certaine manière, par te laver le cerveau et forcément, un peu, même si t'as pas envie, influencer ta life. Si pour Foucault, comme on en parle dans une autre vidéo faite sur lui et postée sur la chaîne, bon vous avez compris, les dispositifs regroupent des institutions disciplinaires avec des boss, des sous-fifres, des contrôlés comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les panoptiques, les écoles, les religions ou les usines, Agamben va aller plus loin et étendre la définition de dispositif à des choses culturelles, immatérielles comme l'écriture, la littérature, la philosophie, l'agriculture, les cigarettes, la navigation, les ordinateurs, les téléphones ou le langage, qui vont laver le cerveau des gens et être en fait des outils, comme les grandes institutions, pour influencer et modeler les masses humaines. Et tous ces systèmes technico-humains pour influencer et contrôler ne font que s'accumuler et finissent à notre époque par constituer la quasi-totalité du quotidien. Du coup, pour vivre au calme au milieu de tous ces mini-systèmes de contrôle sans péter un câble, Agamben propose de détourner ces dispositifs de ce pourquoi ils ont été créés pour en faire un usage humain, et comme Sangoku dans Dragon Ball arrivé pour détruire la Terre mais qui finit par la défendre, les réutiliser pour des trucs cool. C'est en prenant cette définition que Tikkun, une revue philosophique de critique sociale, qui au final n'aura eu que 2 numéros en 99 et 2001, va voir dans cette infinité de petits dispositifs placés partout, le moyen qui a été trouvé pour empêcher les États-nations tradis du 19e siècle de s'effondrer après tout le bordel de la Première Guerre mondiale. Mis en place au départ pour aider, ces dispositifs vont petit à petit tout simplement remplacer ces États-nations tout en gardant l'illusion qu'ils sont toujours là, un peu comme un édifice menaçant de s'effondrer qui, à force de rafistolage permanent, ne serait plus que la somme de ses échafaudages. Le mouvement des sociétés ne serait donc plus quelque chose qui serait orchestré par un grand dictateur ou conspirateur, mais le résultat de 1000 petits dispositifs, tactiques de pouvoir, créés et maintenus par des groupes conspirant objectivement. Ces groupes ont, pour que ça soit pas la merde et garder leurs privilèges, un intérêt à ce que rien ne bouge, notamment en période de crise, type guerre, maladie ou autre, ou plutôt, pour être précis, qu'on ait l'impression que rien ne bouge, et qui donc instaure des dispositifs réparation, type un psy, des amants, des antidépresseurs, ou des systèmes de dissimulation pour cacher la merde. Ce conservatisme va se matérialiser par la transformation de 2 institutions tradies du 19e siècle, la police et la publicité. La police deviendra le biopouvoir, les 100 milliards de mini-hiérarchies qui te surveillent, du genre ton boss au taf, les caméras partout et tous les gens des institutions disciplinaires de Foucault. La publicité, de son côté, deviendra le spectacle, les 100 milliards de séries, mais aussi les shows télévisés, débats, qui lobotomisent la tête et transforment le cerveau en curry sauce tandoori, spectacle devenant malheureusement, pour une partie importante de la population, une des seules préoccupations, caractérisant l'expérience moderne où les dispositifs, s'ils existaient avant à droite à gauche, sont maintenant omniprésents dans tous les aspects de la vie. Bref, pour eux, le pouvoir n'est pas quelque chose en dehors de la société qui la manipule comme une marionnette à travers ses ordres, mais plutôt ces milliards de dispositifs répartis dans tout le corps social, la société étant en fait elle-même le pouvoir. Et c'est d'autant plus difficile de se libérer de ce merdier que Tikkun voit même dans le langage et la grammaire un dispositif. En effet, grâce à sa capacité de nommer et donc de classifier les choses, le langage va permettre, en disant que telle personne est comme ci ou telle chose comme ça, de faire qu'elle le devienne. Un peu comme un enfant à qui si on dit toujours qu'il est bon en maths, va plus étudier les maths et devenir fort là-dessus, alors que si on dit qu'il est beau, va avoir tendance à plus cultiver ça. Bien sûr,
Pas dans 100% des cas, c'est en général, blablabla, on s'est compris, mais statistiquement, et donc à l'échelle de la société, ça se passera comme ça. Tikkun explique que dans tout dispositif, il y a des choses qui se passent dedans et d'autres dehors, qu'il nomme sa majeure et sa mineure. Ceux qui participent au dispositif et ceux qui se fightent avec. Le problème étant qu'un bon dispositif sait comment gérer ses opposants et les faire participer à son fonctionnement. Par exemple, en les laissant exister pour dire qu'il y a une alternative et capter les énergies d'opposition, tout en les maintenant dans l'incapacité de faire quoi que ce soit de concret, faisant que la majeure et la mineure sont au final complémentaires et contribuent ensemble au maintien du dispositif. Et bon, du coup ça saoule quoi, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire car soit on fait partie de la majeure et on est acteur, complice du dispositif, soit on fait partie de la mineure et on est des idiots utiles qui en croyant combattre le dispositif ne font que le renforcer. Leur solution, c'est la technique d'Arsène Lupin, du ninja des dispositifs. En gros de se camoufler dans le dispositif, dans sa majeure, dans la conspiration objective avec tous les gens intéressés et ceux agissant comme eux, à la différence que nous, on veut le détourner et lui donner un but plus humain du type être heureux. Il faut développer pour ça une science des dispositifs, science des complots, sociologie des intérêts, histoire des confrontations, bref, une discipline visant à comprendre ce qui se passe et comment tourne vraiment la société sans le bullshit habituel autour de l'État, le pouvoir, la patrie, mais plutôt en mode tel groupe a fait ça car il veut ça et est ennemi avec tel autre groupe qui doit se prouver ça pour exister et régler son conflit interne autour de ça. Un tel savoir est utile, que ce soit pour la première étape, infiltrer les dispositifs et conspirations objectives, tout comme la deuxième qui est de les détourner vers un nouvel objectif émancipateur. Un autre point important à noter est la remarque d'Alexandre Koyré, dont on a parlé tout à l'heure sur Hitler, qui a annoncé noir sur blanc ce qu'il voulait faire dans Mein Kampf uniquement parce qu'il savait qu'il ne serait pas cru. Cette technique est en fait un classique utilisé par un bon gros nombre de mouvements minoritaires, dont évidemment on parle juste des techniques, les idées varient et sont pas toujours des délires nazis, il y a de tout, comme toujours dans les différents groupes qui s'opposent à l'ordre établi, il y a des tarés psychopathes et des visionnaires. Ces différents groupes donc savent qu'ils ne seront pas pris au sérieux, soit parce qu'on les pense incapables de réussir, soit qu'on les méprise ou carrément qu'on se foute de leur gueule avec des fois un petit mélange des trois. Ils n'ont donc aucun problème à appliquer la technique du mensonge au second degré, en expliquant bien clairement dans leurs livres et publications ce qu'ils veulent faire pour, à court terme, galvaniser leurs proches, et à long terme, se justifier s'ils réussissent en disant qu'ils l'avaient bien dit, et donc, pourquoi vous ouvrez votre gueule maintenant ? Cette culture du mensonge s'est accélérée pour au final, depuis 50 ans, s'être diffusée dans tous les domaines de l'activité sociale, que ce soit la traditionnelle politique, mais aussi dans la vente, le management, le design, les sciences de la communication, la psychologie ou le coaching. Cette saturation des techniques de la tromperie, que ce soit pour se faire du fric, avoir une position sociale ou en général atteindre ses objectifs, n'empêchera pas les mêmes qui faisaient la veille une conférence sur comment bullshiter un max de gens pour vendre leur merde de le lendemain s'offusquer d'être concurrencés par les fake news et autres rumeurs de fin de soirée. Mais dans un monde de menteurs professionnels, il ne faut pas s'étonner que la parole officielle ne soit pas crue. Les gens sont pas cons. Si on sait qu'un type explicitement a suivi une formation pour influencer au mieux et faire passer ses idées par des techniques obscures, faut vraiment être un gros pigeon pour le suivre dans son délire. Néanmoins, c'est parce que ces techniques de manipulation sont si répandues, au point qu'une simple recherche technique de vente sur internet contient une infinité de ces stratagèmes, que de plus en plus de gens peuvent s'en défendre. En effet, connaître les techniques de manipulation immunise contre la manipulation, parce qu'on peut la sentir, la repérer, voir si on est malin, manipuler le manipulateur. Mais le manipuler cette fois en utilisant les techniques de propagande pour diffuser non des mensonges, mais la vérité. Du moins, celle à laquelle on croit et on aspire. On prend en faisant ça le risque de se faire traiter de gros démagogues, ou d'utiliser ses belles idées pour prendre le pouvoir et ensuite mettre une bonne dictature à l'ancienne, mais les auteurs de ces critiques en disent plus long sur eux que sur ceux qu'ils critiquent en montrant qu'ils sont devenus complètement incapables d'envisager que des humains ou des groupes puissent honnêtement défendre leur vision du monde sans mentir, sans intérêt caché,
ce qui leur paraît inconcevable au vu du fait qu'eux font ça au quotidien. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Tout comme les néolibéraux avaient théorisé et écrit dans les années 70 leur projet d'atomisation de la société en micro-individus, tous entrepreneurs de leur life, pour la rendre rentable en gagnant du gros fric, enfin, sauf pour les proprios qui eux gagnent du gros fric sans rien faire, bon. On peut citer Alexandre Douguin, l'idéologue des décideurs russes dans son Fondamentaux de géopolitique qui, dès 1997, promeut une stratégie de subversion visant à isoler et affaiblir les États-Unis de l'intérieur, couper le Royaume-Uni du reste de l'Europe, partager le vieux continent entre une sphère russe et une zone d'influence franco-allemande, et une expansion en Asie centrale aux dépens de la Chine. À ces fins, il propose une alliance russo-islamiste et la liquidation de l'OTAN. La thèse majeure du livre est que si l'implosion de l'Union des républiques socialistes soviétiques a été un recul pour la Russie, la bataille des Russes pour la domination mondiale n'est pas finie. Ou encore les 14 principes de la pensée de Xi Jinping qui sont de maintenir la direction du parti dans toutes les activités, persévérer dans l'idée de la primauté du peuple, poursuivre l'approfondissement intégral de la réforme, maintenir le nouveau concept de développement, assurer le statut du peuple en tant que maître du pays, persévérer dans la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi, adhérer fermement aux valeurs essentielles socialistes, garantir et améliorer le bien-être social par le développement, persévérer dans la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, adopter un concept global de sécurité nationale, maintenir la direction absolue du parti sur l'armée populaire, rester fidèle au principe un pays, deux systèmes, et favoriser l'unité nationale, promouvoir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et continuer à faire régner une discipline rigoureuse dans les rangs du parti. On peut dire la même chose des agences de conseil comme le BCG, Bain ou le plus connu en France McKinsey, qui même si leurs rapports commandés par les dirigeants des organisations privées et publiques occidentales pour orienter leurs décisions sont secrets, publient très régulièrement le résumé de leurs analyses, ou encore les rapports des think tanks les plus influents, publiant sur leur site une documentation florissante sur leur vision du monde et leurs priorités, qui permettent, au-delà du mensonge permanent auquel nous sommes habitués depuis l'invention et la généralisation de la propagande à tous les domaines de la vie, d'y voir quel est le véritable discours servi aux initiés, et dans le brouillard des médias abrutissants, des discours et contre-discours, des luttes de pouvoir, tromperies, calomnies et des fois menaces qui vont avec, en prenant au sérieux ces textes destinés aux partisans, de découvrir la véritable conspiration objective.